Merci Claude et Julie pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc Sophie Morlet, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation dans un laboratoire qui s'appelle l'IREDU, l'Institut de recherche en éducation. C'est un laboratoire de l'université qui regroupe essentiellement des économistes et des sociologues. Et ce sont des gens qui travaillent, pour le dire brièvement, sur l'évaluation des politiques éducatives, avec deux axes de recherche principaux. Le premier axe porte plutôt sur les déterminants de la réussite et des parcours scolaires notamment. Et puis le deuxième axe s'intéresse plutôt dans les recherches qu'on mène sur la relation, l'adéquation, formation-emploi. Voilà. Alors peut-être juste une parenthèse avant de commencer. Le rôle d'un chercheur, c'est de chercher. Quelquefois, il ne trouve pas toujours. Mais par rapport à tout ce qui va se dire ici, l'idée est d'apporter une réflexion, mais pas des recettes de cuisine toutes faites qu'on pourrait appliquer dans les classes, parce que nous, en tant que chercheurs, on n'est pas vraiment compétents pour ça. Donc l'idée ici, c'est de prendre du recul par rapport à une problématique qu'on vous propose ce matin, qui sont les compétences sociales non académiques. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis de faire un peu un état des lieux des recherches qui sont menées. Alors Claude disait à l'IREDU, mais pas seulement, pas uniquement à l'IREDU. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de se pencher sur les recherches qui sont faites ailleurs, en France ou dans d'autres pays, parce que vous allez voir que la recherche anglo-saxonne est très influencée, notamment par les travaux anglo-saxons, où dans les pays anglo-saxons, on a presque une vingtaine d'avances sur nous dans la recherche en éducation, et notamment sur le rôle des compétences sociales non académiques. Voilà, l'idée c'est que vous ressortiez de cette matinée avec quelques apports. Donc s'il y a des choses qui vous paraissent un peu obscures, liées peut-être au jargon de la recherche, n'hésitez pas à m'interrompre. Moi je suis là vraiment pour que vous compreniez bien le message. Et puis certaines fois on se laisse un peu emporter là, par l'idée. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Voilà, donc nous avions choisi d'intituler cette conférence « Intérêt de la prise en compte des compétences sociales non académiques dans la compréhension des parcours scolaires et professionnels », en sachant que je vais vous parler un peu de parcours scolaire, mais je vais surtout vous parler de parcours professionnel et du marché du travail par la suite. Alors déjà pour commencer, compétences non académiques, compétences sociales non académiques, l'idée c'est de un peu savoir de quoi on parle. Alors vous allez voir, c'est pas simple. Les compétences non académiques, quand on essaye de savoir ce qu'on entend par ce concept, si je faisais le tour là de la salle et que je demandais à chacun, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être, je suis sûre que j'aurais autant de définitions qu'il y a de personnes dans la salle. Bon, c'est un peu la même chose quand on fait un état de la littérature qui existe sur les compétences non académiques. Il y a des dénominations multiples qui existent. Alors j'en ai mis quelques-unes là dans le PowerPoint. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous dire celles qu'on retrouve régulièrement quand on s'intéresse un peu aux recherches sur la question. Alors certains vont nous parler de compétences sociales, en envisageant ces compétences comme des compétences qu'on va développer notamment dans la relation à autrui. D'autres vont nous parler de compétences comportementales, en se disant tout ça finalement c'est le comportement de l'individu face à des situations. Certains nous parlent de compétences émotionnelles, en disant que finalement ce qui va gérer les décisions, les choix des individus ne relève que du champ finalement émotionnel. Et ça c'est assez intéressant d'ailleurs à prendre en considération, parce que les auteurs qui s'y intéressent, c'est à la base des économistes. Jean Dron, c'est une économiste qui finalement a petit à petit orienté ses travaux vers la psychologie pour prendre un certain nombre de variables en considération pour expliquer les parcours des individus, et parmi ces variables donc les émotions. D'autres nous parlent de savoir-être dans une trilogie qui est souvent savoir, où on a les savoirs disciplinaires, les savoir-faire qui seraient plutôt des savoirs méthodologiques, et puis ces savoir-être qui renvoient effectivement à des comportements, et ça c'est plutôt issu du monde du travail. D'autres, vous voyez déjà dans les années, fin des années 60, nous parlaient d'attitude. Certains nous parlent de traits de personnalité.
Et puis les travaux anglo-saxons parlent évidemment de soft skills et no cognitive skills qu'on va opposer à ce qu'on appelle les hard skills dans les travaux anglo-saxons, les hard skills qui sont des compétences vraiment techniques. Voilà, donc je vous ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Voilà les principaux mots qu'on emploie pour parler de ces compétences non académiques. Et bien souvent se pose la question de se dire, finalement, si ce n'est pas de l'académique, si on considère que ce sont des compétences non académiques, est-ce que l'école, est-ce que le système de formation doit s'en préoccuper ? Est-ce que c'est le rôle de l'école de développer ces compétences non académiques? Donc est-ce que c'est un paradoxe que l'école s'intéresse à ces compétences non académiques? Donc c'est un peu à cette question qu'on va essayer de répondre, et on va voir que l'école va de plus en plus s'en préoccuper. Donc ces savoirs non académiques, nous on va les définir comme des savoirs qui ne sont pas disciplinaires, donc qui ne sont pas rattachés à une discipline en particulier, comme l'économie, l'histoire, le français, etc. Mais des compétences qu'on peut trouver, qu'on peut développer dans différentes disciplines, donc qui vont être communes à plusieurs disciplines et pas spécifiques à l'une ou à l'autre. Parler. Bon, ceci étant, ce que je viens de vous dire sur le fait que on ait une volonté de s'intéresser à ce concept soulève quand même un certain nombre de problèmes. Certainement pour vous enseignants, pour nous chercheurs, c'est évident qu'on a un problème par rapport à ce concept, notamment un problème de conceptualisation et puis un problème de définition du concept. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, il y a une multitude de définitions, de dénominations, et on se demande bien si on pourrait établir une liste exhaustive de toutes les compétences non académiques que le système éducatif pourrait développer. Donc on s'est posé la question en tant que chercheur en se disant, tiens, et si on arrivait à établir une liste? Mais comment savoir si cette liste est vraiment exhaustive? C'est comme si je vous demandais à chacun, pareil, de citer une compétence non académique. Je pense qu'on est une quarantaine dans la salle, on aurait une quarantaine de compétences non académiques, et c'est pas dit qu'on fasse le tour de toutes celles qui existent. Donc on peut commencer à dire, oui, il y a l'adaptabilité, la créativité, la communication, l'empathie, etc. Mais c'est très compliqué d'arrêter une liste. Qui définit la liste des compétences non académiques? Au nom de quoi on pourrait définir une liste de compétences non académiques? Surtout qu'on va voir que cette liste, elle varie en fonction des contextes dans lesquels on est inséré, notamment en fonction des systèmes éducatifs dans lesquels on est. Certainement que la liste des compétences non académiques ne serait pas la même en France par rapport à celle qui serait aux États-Unis ou celle qui serait dans les pays nordiques, mais je reviendrai là-dessus par la suite. Donc voilà, donc difficulté d'établir une liste exhaustive. Donc on s'est dit, si on n'arrive pas à établir une liste, on pourrait se dire, on va classer dans non académique tout ce qui n'est pas académique. C'est un peu la définition par l'absurde, se dire, tiens, et si on opposait aux compétences académiques tout le reste, et puis tout le reste, ça serait des compétences non académiques. Ça, on s'aperçoit qu'on a quand même un peu de mal à raisonner comme ça, parce que bien souvent, les compétences non académiques, elles sont incorporées aux compétences académiques. Prenez l'exemple d'un étudiant qui se formerait par exemple aux filières paramédicales, quelqu'un qui voudrait être infirmier ou infirmière, aide-soignante. On se dit que pour entrer dans les savoirs disciplinaires et les savoirs techniques liés au métier d'infirmier ou d'aide-soignant, il faut certainement quand même que la personne ait développé un peu d'empathie, une ouverture aux autres, etc. Et on se dit finalement, les compétences académiques, elles ne sont pas complètement déconnectées des compétences non académiques. Donc c'est un peu délicat de faire une liste à gauche de ce qui est académique, à droite de ce qui est non académique, ou l'inverse, peu importe. Mais se dire, on ne peut pas raisonner non plus par opposition, parce que bien souvent, on va s'apercevoir qu'elles sont enchevêtrées les unes dans les autres, et que pour développer certaines compétences non académiques, on a besoin de l'académique et inversement. Donc la troisième solution qu'on a eue, c'est de se dire, on va un peu se référer à ce qui se fait ailleurs, dans la comparaison internationale. Est-ce que on a d'autres chercheurs qui se sont frottés à la question et qui ont essayé justement de définir et de faire des listes de compétences non académiques? Quand on regarde ce qui se passe dans les enquêtes internationales, notamment PISA, qui pour nous, en tant que chercheurs, est une base de données intéressante, on s'aperçoit que PISA a très peu de mesures des compétences non académiques. On parle du goût de travail en groupe, du goût pour la compétition, mais c'est très limité. Et on s'est aperçu qu'il y avait une tentative qui avait été faite, mais il y a plus de 20 ans, vous voyez, déjà, pour définir des compétences qui seraient non académiques dans les différents systèmes éducatifs. Et l'idée, c'était de faire une liste commune entre les différents systèmes éducatifs,
Alors ça a tout de suite échoué parce qu'on s'est aperçu qu'en fonction du système dans lequel on était, on ne mettait pas la priorité au même endroit sur les compétences non académiques. Je vous prends un exemple. À la dernière enquête PISA qui mesurait plus explicitement le niveau de compétences en maths, c'était PISA 2012. On a un pays nordique comme le Danemark qui obtient des résultats très, très moyens, les États-Unis qui obtiennent des résultats très moyens. Réaction des pays, les États-Unis se disent les élèves américains sont très moyens en maths, on va renforcer les heures de maths. Le Danemark dit, oui, nos élèves sont très moyens en maths, c'est un constat. C'est pas pour ça qu'on va faire des heures en plus en maths, parce que nous, ce qui nous intéresse pour nos élèves, c'est qu'ensuite, ils arrivent à s'insérer correctement dans la société. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt le bien-être des élèves. Donc, on laisse le taux horaire de maths comme il est, et puis on continue à faire ce qu'on fait. Donc, en fonction des normes et des valeurs qui sont en vigueur, on va avoir des réactions et des priorités qui sont différentes sur les compétences non académiques. Donc vous le voyez, il n'y a pas une solution adéquate. Je vous ai dit souvent le chercheur il cherche mais il ne trouve pas toujours. Là c'est le cas, on n'a pas de liste vraiment exhaustive de compétences non académiques et c'est assez difficile à définir. Faut pas trop que je m'éloigne. Alors, ceci étant, même si on n'a pas de liste de ces compétences non académiques et qu'on a du mal à les définir, ce qu'on cherche à faire quand même, c'est se dire il y a certainement des points de définition communs entre tous ces concepts de compétences non académiques. Et donc, on a listé un certain nombre de points qui paraissaient intéressants pour définir les compétences non académiques. Alors, on est parti du principe que la compétence non académique, comme la compétence en général, c'est une mobilisation de ressources, et dans notre cas, c'est plutôt des savoir-être, par rapport à une situation donnée. Donc ça, c'est le premier point de définition. La compétence non académique, on est parti du principe qu'elle avait un caractère transversal, c'est-à-dire qu'on peut l'acquérir dans différentes disciplines si on est à l'intérieur du système scolaire, mais on peut aussi l'acquérir dans différentes sphères, c'est-à-dire que c'est une compétence que vous pouvez développer dans votre milieu professionnel, mais aussi dans votre milieu familial, dans votre milieu amical, dans le milieu sportif, associatif, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe à travers différentes sphères, à travers différentes disciplines si on est dans le système éducatif. On part du principe que ces compétences non académiques, comme les compétences académiques, sont des compétences qui sont évolutives. C'est-à-dire c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas figé à un moment du temps. Le fait d'être introverti à un moment de votre parcours ne veut pas dire que vous resterez introverti toute votre vie. Peut-être qu'il y a certains contextes, certaines circonstances qui vous font évoluer. Donc c'est l'idée de se dire que ces compétences, elles ne sont pas figées. Elles évoluent, alors dans un sens ou dans l'autre, en fonction des situations que vous allez rencontrer, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler en tout cas. C'est pas quelque chose, ça rejoint un peu les discussions qu'on a sur l'inné et l'acquis. C'est peut-être quelque chose avec lequel vous naissez, mais qui va pouvoir évoluer au cours de votre parcours. On se pose la question de savoir si ces compétences, elles sont transférables. Puisqu'elles sont transverses à différents champs, on se dit finalement, ces compétences, elles pourraient être transférables. C'est-à-dire que vous allez développer un certain nombre de compétences non académiques, la communication, l'adaptabilité, etc. Et puis, le fait que vous soyez un bon communicant ou quelqu'un de facilement adaptable, ça va vous servir dans d'autres situations. Alors là, à l'heure actuelle, nous on se pose des questions parce qu'on a un certain nombre de recherches qui nous montrent que c'est pas forcément transférable d'une situation à l'autre ou d'une sphère à l'autre. On a par exemple une recherche à l'IREDU qui porte sur les sportifs de haut niveau, et notamment les sportives de haut niveau, qui sont des filles qui développent un goût pour la compétition, qui sont très persévérantes, qui ont un goût de l'effort plutôt surdéveloppé. Et ces compétences non académiques qu'elles mettent en œuvre dans leur parcours sportif, on s'aperçoit que finalement, elles ne les transfèrent pas dans leur parcours scolaire et que c'est pas elles qui finalement vont s'orienter vers les parcours scolaires les plus compétitifs, comme par exemple passer le concours de l'agrégation, et que plutôt elles ont une stratégie d'évitement par rapport à des parcours scolaires qui demandent un goût de la compétition à lui. Donc c'est pour ça qu'on met un point d'interrogation en se disant oui, certaines doivent être transférables, mais d'autres ne le sont pas toujours, donc c'est pas systématique. On considère que dans ces compétences non académiques, on a deux catégories. On a des compétences qui seraient plus intra-individuelles, donc qui se rapportent plus à l'individu,
comme par exemple sa curiosité, sa confiance en lui, son goût de l'effort, sa persévérance, donc vraiment des caractéristiques qui lui sont propres. Et puis, autre famille, des compétences inter-individuelles, donc qui se rapportent plutôt aux relations qu'on a avec autrui, comme l'empathie, la coopération, etc., qui sont des compétences qui vont se développer dans le rapport à autrui, le respect des autres, etc. Et puis, dernier point de définition qu'on donne pour les compétences non académiques, c'est de dire qu'elles se rapportent toujours à des normes ou à des valeurs qui sont en vigueur dans différentes sphères. Alors ça peut être les normes pour l'élève déjà ou les valeurs qui sont véhiculées par sa famille, mais ensuite ça peut être les valeurs véhiculées par l'école et par le système éducatif, notamment français dans notre cadre. Ça peut être des valeurs véhiculées par des associations ou des activités qu'on va faire en dehors de l'école et de la famille, etc. Donc elles vont renvoyer à des normes et des valeurs en vigueur dans un certain contexte. Ça va? Ouais. Alors, donc vous voyez, la définition du concept n'est pas forcément évidente. Et puis nous, en tant que chercheurs, mais je pense que vous, en tant qu'enseignants ou en tant qu'étudiants, il y a quand même une préoccupation qu'on a, c'est de dire, bon, bah, c'est bien beau, mais comment on fait finalement pour mesurer ces compétences non académiques? Et là, on a un véritable problème. En tant que chercheur, on a des difficultés et on s'aperçoit quand on discute avec les enseignants qui finalement nous révèlent les mêmes difficultés en se disant bah, nous c'est bien beau, c'est par exemple dans le socle, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre pour les appréhender ou les évaluer. Alors effectivement, la difficulté d'opérationnaliser le concept et de mesurer, elle renvoie au fait que déjà on ne sait pas vraiment quelle théorie il y a derrière ces compétences non académiques, parce qu'il y a autant les économistes, les sociologues, les psychologues, les gestionnaires qui s'intéressent à ce concept de compétences non académiques, donc on ne sait pas vraiment à quelle théorie se vouer. On a, pour mesurer ces compétences non académiques, les échelles dont on dispose et qui sont les plus répandues sont de l'autodéclaratif. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, on demande aux individus ou aux élèves de se situer sur une échelle. Alors, vous avez des échelles basiques où, par exemple, vous demandez à une personne, c'est une échelle sur l'empathie, et on vous dit, ben, entre 0 et 10, comment vous vous situez? Vous voyez, c'est un peu basique comme mesure, hein, mais un certain nombre d'échelles pour mesurer ces compétences non académiques sont effectivement basées sur l'autodéclaratif. Alors avec tous les biais que ça va poser, notamment des biais de désirabilité, ou quand vous faites notamment des enquêtes, bah, les gens n'ont pas envie de vous décevoir et donc ont tendance plutôt soit à surévaluer, soit à sous-évaluer leur positionnement sur les échelles. Donc c'est assez compliqué d'avoir une mesure valide. Bien évidemment, ces mesures, elles varient selon les normes qui sont en vigueur. Par exemple, dans le système éducatif français, la coopération pour un élève, il est possible que ça soit pas vraiment une norme qui lui paraisse importante. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans les pays nordiques, par exemple, la coopération, c'est l'une des valeurs qui est le plus travaillée ou développée. Donc c'est des choses qui sont difficilement mesurables objectivement. Voilà, hein, c'est pas comme quand on demande l'âge de quelqu'un ou le sexe d'un individu, ça c'est relativement simple. Là c'est beaucoup plus difficile à objectiver. Et puis, il faut savoir que les outils vraiment intéressants et valides scientifiquement qui existent pour les mesurer sont des outils qui bien souvent sont réservés notamment aux psychologues. Et donc il y a des banques d'outils qui existent mais qui sont soit réservés, soit peu adaptés, c'est-à-dire qu'ils existent pour une catégorie d'âge, voilà, par exemple pour des adultes âgés de 15 à 35 ans, mais que quand on veut les adapter par exemple à des élèves du système éducatif, on a beaucoup de mal parce qu'ils n'existent pas forcément en version ado ou en version école primaire, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc l'idée c'est de se dire bon finalement si c'est difficile à définir, c'est difficile à mesurer, même si ça a un intérêt finalement est-ce que on ne devrait pas renoncer à s'intéresser au concept parce qu'on ne sait pas le définir et on ne sait pas le mesurer.
Alors, nous, dans la recherche, on se dit que non, même si effectivement, il y a des difficultés et que ça peut donner lieu à de grandes discussions. Hein. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus ensuite. Pour nous, c'est très intéressant de s'intéresser à ces compétences non académiques parce qu'elles sont à la fois le résultat du système éducatif, c'est-à-dire qu'elles peuvent être produites par l'école, par le système de formation. Et alors à ce compte-là se pose la question de qu'est-ce que l'école, par exemple, qu'est-ce que le système de formation produit comme compétences non académiques, pourquoi faire et comment est-ce qu'on produit ces compétences non académiques quand on est par exemple au sein d'une classe, est-ce qu'on développe des compétences non académiques chez les élèves, lesquelles, pourquoi, est-ce que c'est le rôle de l'école. Donc ça nous intéresse en tant que résultat de production de l'école et puis ça nous intéresse aussi en tant que facteur de production notamment des acquis scolaires qui vont nous permettre de comprendre la réussite de certains élèves ou les parcours de certains élèves parce qu'on va voir que ces compétences non académiques, elles ont un lien avec la réussite et les parcours. Donc c'est pour ça qu'elles nous intéressent particulièrement. Donc ce que je vous disais, cette diapo-là, elle reprend ce que je viens de vous dire. Hein. Nous, on s'y intéresse parce qu'elles expliquent des inégalités de réussite. On va s'apercevoir qu'elles expliquent, dans certains cas, des inégalités d'orientation. Par rapport au choix d'orientation que vont faire les élèves, on s'aperçoit que ces compétences non académiques vont avoir un rôle. Et puis, elles vont nous permettre de mieux comprendre les parcours scolaires, j'ai envie de dire de l'école maternelle jusqu'à l'enseignement sup, et même de comprendre des inégalités, notamment sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas développer tous ces aspects-là, je vais vous dire quelques mots des premiers sur l'inégalité de réussite pour juste que vous ayez un aperçu et vous dire tiens, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais je vais développer très peu les deux premiers points et puis je vais plutôt m'intéresser au parcours d'insertion sur le marché du travail. Donc sur les parcours scolaires, j'ai fait 2 ou 3 diapos juste pour vous dire, voilà, vous saurez en sortant de la salle qu'il y a des gens qui font des recherches là-dessus, que ça existe, mais ça ne va pas être le vif du propos. Donc sur les parcours scolaires, voilà, je vous ai mis 2 exemples à chaque fois de recherches, par exemple, qu'on mène pour vous montrer un peu la réflexion qu'on a par rapport à ça. Donc là, c'est l'exemple d'une thèse de doctorat qui a été soutenue à l'IREDU en 2016 et qui s'intéressait au lien entre compétences non académiques et réussite à l'école primaire. Donc on avait à peu près 800 élèves là, donc, qui étaient sur le cycle 3. Alors à l'époque, quand on a collecté les données, le cycle 3, c'était CE2, CM1, CM2. Et donc l'idée, c'était de dire, tiens, est-ce qu'on peut établir un lien entre les compétences non académiques et la réussite à l'école primaire? Alors je résume de façon très brève, hein. On avait une mesure d'environ 25 compétences non académiques, et puis on a cherché à voir l'impact qu'elles avaient sur la réussite en fin d'année. J'ai mis juste un diagramme récapitulatif. Alors pour vous expliquer, donc on a séparé les 3 niveaux CE2, CM1, CM2. Ce qu'on a cherché à faire ici, ce que représente le graphique, c'est la part de chaque variable, si vous voulez, dans la réussite en fin d'année. D'accord ? Donc en bleu ici, je ne sais pas si c'est très lisible pour ceux qui sont au fond. En bleu, vous avez les caractéristiques individuelles des élèves. Donc dans caractéristiques individuelles, en général, c'est âge, sexe, profession des parents, passé scolaire, est-ce qu'on a redoublé ou pas, catégorie de logement, taille de la fratrie, tout ce qui se rapporte plutôt à la famille. Donc caractéristiques individuelles en bleu, il faut peut-être pas trop que je bouge. Juste vous montrer, donc en gros, en CE2, ces caractéristiques individuelles dans l'échantillon qu'on avait expliquent environ 6% des résultats en fin d'année de CE2. En CM1, ça explique à peu près 20%, et puis en CM2, 19%. D'accord ? Donc ça, c'est uniquement les caractéristiques individuelles. Quand on s'intéresse aux compétences sociales et comportementales, donc je vous ai dit, on en avait plus d'une vingtaine, et uniquement ces compétences sociales et comportementales, ce qu'on voit, c'est que ces compétences sociales et comportementales, en CE2, elles expliquent bien plus que les caractéristiques individuelles, mais en CM1 également. D'accord, hein, elles expliquent à peu près 30% de la réussite en fin d'année. Et puis en CM2, c'est à peu près équivalent aux caractéristiques individuelles. Et puis ce qu'on a fait dans un 3e temps, c'est qu'on s'est dit, finalement, on va rassembler les caractéristiques individuelles et les compétences non académiques des élèves. Si ces 2 groupes de compétences, de variables, avaient été indépendants, vous voyez, on aurait eu ici 5,5 plus 28,4, on aurait eu à peu près 33%.
expliquées en fin d'année par les caractéristiques individuelles et les compétences non académiques. D'accord ? En CM1, on aurait eu la 19,9, ça fait à peu près 20% plus 22, on aurait eu 42% expliqués par caractéristiques individuelles et compétences non académiques. Ce qu'on observe, c'est pas ça, c'est que en fin d'année, en fin de CE2, les caractéristiques individuelles et les compétences non académiques expliquent un peu plus de 20% de la réussite en fin de CE2. En fin de CM1, les caractéristiques individuelles et les compétences non académiques expliquent à peu près 30% de la réussite en fin d'année. Donc ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que les caractéristiques individuelles, elles ne sont pas indépendantes des compétences non académiques et que les deux sont liés. Donc voilà, donc sur le primaire, on explique entre 20% et 30% des résultats en fin d'année en prenant en compte les caractéristiques individuelles et les compétences non académiques. Alors vous allez me dire, oui c'est bien beau, mais il y a encore 80% ou 70% qui sont non expliqués en fin d'année. Alors nous, en tant que chercheurs, quand on a des variables qui expliquent 30% d'un résultat en fin d'année, on est tout content, on sabre le champagne. Alors bien sûr, il y a encore toute une part qui est inexpliquée, mais pour vous dire que ces compétences non académiques, visiblement, elles ont un rôle dans la réussite, et le rôle qu'elles ont n'est pas indépendant de ce qui se passe dans la famille, bien évidemment, et des caractéristiques individuelles de l'élève. Bon, je passe sur cet exemple-là qui était plus pour vous montrer le lien entre compétences non académiques et réussite, et puis vous donner un exemple de recherche. Je vous ai dit un deuxième point, ces compétences non académiques, elles sont aussi liées au processus d'orientation, et on s'aperçoit qu'elles ont un rôle sur l'orientation des élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre. Alors, il y a un certain nombre de théories, je ne les développe pas ici parce que ce n'était pas l'objet principal du propos, mais vous dire, il y a un certain nombre de théories sur l'orientation qui mettent en évidence, vous voyez, depuis les années 50, le rôle des compétences non académiques dans les processus d'orientation. Où chacune d'entre elles, alors la théorie de Ginsberg en 51 qui montre que l'individu va traverser des phases de développement entre la petite enfance, l'adolescence et la phase adulte, et que tout au long de ces phases de développement, il va développer des compétences non académiques différentes, et que ces compétences non académiques, en fonction de celles qui seront le plus développées, vont influer sur ses choix d'orientation et son choix notamment professionnel. Et puis il y a d'autres théories plus récentes, fin des années 90, début des années 2000, qui vont montrer qu'effectivement, en fonction des compétences non académiques, et c'est notamment la théorie de Hollande, en fonction des compétences non académiques dont vous disposez, vous allez plutôt vous orienter vers tel ou tel type de métier. Et le modèle de Hollande est assez intéressant pour ça, parce qu'il propose en plus des tests pour se tester sur, par exemple, la compétence de créativité, qui est une compétence non académique, ou le fait que vous soyez plutôt assez casanier et que vous n'ayez pas envie de prendre de risques, par exemple, etc. Et en fonction de votre profil et des compétences non académiques que vous allez avoir développées, on va vous proposer certains types de métiers par rapport à d'autres. Donc voilà, et puis la dernière de Land, Braun et Hackett qui montre que l'orientation que va choisir un individu est extrêmement liée à son sentiment de compétence, et que le sentiment de compétence qu'il a de lui-même dépend aussi d'un certain nombre de compétences non académiques. Bon, je passe là-dessus. L'idée, c'est de se dire, il y a des théories qui existent sur l'orientation et le rôle des compétences non académiques sur l'orientation, et donc il y a un certain nombre d'auteurs qui se sont intéressés à cette question-là. À l'IREDU aussi, on s'est posé cette question-là sur une recherche qu'on a menée sur notamment des élèves scolarisés en éducation prioritaire au collège. Et on se demandait justement si certaines compétences non académiques qu'ils allaient développer influaient sur les choix d'orientation qu'ils avaient. Alors je ne développe pas non plus cette recherche, mais voilà pour vous dire un peu ce qu'on avait à l'idée, c'était de se dire quelles sont les compétences non académiques et académiques développées par les jeunes en éducation prioritaire. Alors ça, c'était des jeunes de niveau 3e qu'on avait. Et les compétences non académiques développées par les jeunes en éducation prioritaire influencent-elles leur choix d'orientation par la suite? Alors, j'ai pas mis tous les résultats, juste pour vous donner quelques idées. On avait dans cette recherche mesuré 5 grandes familles de compétences non académiques. Et on s'est aperçu qu'il y en avait 3 qui distinguaient les élèves en éducation prioritaire de ceux qui ne l'étaient pas.
Par exemple, les élèves en éducation prioritaire ont un rapport à l'école, donc le fait de venir au collège de façon volontaire, d'être content de venir au collège, de se sentir en sécurité, d'avoir confiance dans les adultes qui sont au collège, donc un rapport à l'école plutôt positif pour ceux qui sont en éducation prioritaire. Et puis un sentiment de maîtrise aussi pour les élèves en éducation prioritaire qui est supérieur à ceux qui ne sont pas en éducation prioritaire. Donc le sentiment de maîtrise, c'est le fait de se sentir compétent justement dans une matière, ou, etc., par rapport au travail scolaire en tout cas. Et puis une autre famille de variables qui distingue les élèves en éducation prioritaire de ceux qui ne le sont pas, c'est la variable respect, c'est respect des autres et respect des règles, où cette variable respect des autres et respect des règles, elle est plus développée pour les élèves qui ne sont pas en éducation prioritaire. Donc les élèves en éducation prioritaire respectent moins les règles et déclarent respecter moins les autres ou être moins tolérants par rapport aux autres. Alors, ce qui était intéressant dans cette recherche, c'est qu'on mettait en évidence que les élèves scolarisés en éducation prioritaire se sentaient plutôt plus en confiance par rapport à l'école, par rapport à leurs propres capacités, moins en accord avec le respect des règles, ou comprennent moins, par exemple, le règlement intérieur qui s'impose à eux, par rapport à des élèves en non-éducation prioritaire, si on peut dire ça comme ça. Ce qu'on mettait en évidence dans cette recherche, c'est que le fait que les élèves en éducation prioritaire développent plus de compétences non académiques sur les dimensions qu'on mesurait, bien évidemment, compensait en partie les moins bons résultats qu'ils avaient sur les compétences académiques. Et ça, c'est assez intéressant, parce que le fait que ces compétences non académiques compensent quelque part, si on peut dire ça comme ça, leurs moins bons résultats dans les compétences académiques, vont influer sur leur choix d'orientation. Et notamment, ces compétences non académiques, elles vont jouer positivement sur leur ambition scolaire. Comme ils ont confiance en l'école et qu'ils ont plutôt un rapport à l'institution scolaire plus positif, ils vont faire des choix par rapport à l'ambition scolaire qui était mesurée ici par le plus haut niveau de diplôme espéré, qui sont plutôt plus importants que ceux qui ne sont pas en éducation prioritaire. Bon, je passe sur les résultats de cette recherche, on pourra revenir si vous voulez dans la discussion, parce que j'aimerais avancer par rapport au parcours professionnel où on avait dit qu'on ferait plutôt un focus là-dessus. Bon, donc voilà, vous dire, voilà, il y a des recherches qui existent sur le lien entre compétences non académiques, réussite à l'école, compétences non académiques et système d'orientation, processus d'orientation des élèves. L'idée ici, c'était de vous dire, ces compétences non académiques, elles vont non seulement jouer sur les parcours scolaires, mais ensuite, quand on va chercher à s'insérer sur le marché du travail et quand on va être sur le marché du travail, ces compétences non académiques vont aussi avoir une importance. Et donc, c'est sur cette deuxième partie que je voulais axer davantage l'intervention. Alors, en faisant un focus sur ces compétences non académiques et notamment l'insertion sur le marché du travail, et puis ensuite, une fois qu'on est sur le marché du travail. Alors, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a un certain nombre de compétences non académiques qui vont être attendues par les employeurs. Alors, historiquement, on supposait que les compétences techniques étaient suffisantes, donc tout ce qui est dénommé dans la littérature anglo-saxonne sous forme de hard skills. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour différentes raisons, on s'aperçoit que finalement les compétences techniques de l'individu ne vont plus être suffisantes et que on va lui demander notamment de développer un certain nombre de compétences non académiques. Et nous, c'est la question qu'on s'est posée notamment en tant que chercheurs, en se disant finalement, dans la mesure où il y a une inflation du niveau de diplôme, où on emmène les jeunes de plus en plus loin, on a eu la loi d'orientation de 89, 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, on a la loi d'orientation 2005 qui nous dit 50% au niveau licence. Donc en se disant, dans un contexte d'inflation du diplôme où on emmène les jeunes de plus en plus loin et où on va se retrouver avec de plus en plus de diplômés, finalement, est-ce que ces compétences techniques vont être suffisantes et est-ce que pour se différencier sur le marché du travail, on ne va pas avoir besoin d'autre chose. C'est un peu ça l'idée. Et certains chercheurs étrangers nous montraient déjà, au début des années 2000, que finalement ces compétences non académiques, elles allaient être particulièrement intéressantes au moment de l'embauche et notamment au niveau de l'entretien d'embauche. Alors, on a fait un état des lieux. Enfin, quand je dis on a fait, c'est bien ambitieux de dire ça de ma part, parce que c'est pas nous qui l'avons fait.
Donc il y a un chercheur qui s'appelle Robbs et qui a fait un état des lieux, qui a fait une méta-analyse, une méta-synthèse si vous voulez, à partir des recherches qui existaient sur la question. Alors c'est totalement illisible, j'en suis bien désolée, je vais vous donner quelques exemples comme ça, où l'idée c'était de dire finalement quand on est employeur, de quelles compétences non académiques on pourrait avoir besoin ou quelles sont les compétences non académiques qu'on peut rechercher chez la personne qu'on va recruter. Et l'intérêt des travaux de Robbs qui datent de 2012, c'est d'avoir fait une méta-analyse des recherches qui existaient pour dire, bah, voilà, dans toutes les recherches qui existent, voilà les compétences non académiques que les employeurs peuvent rechercher. Alors, c'est illisible, mais bon, je pense que vous aurez le PowerPoint. Donc, il y en a à la fois des intras donc, qui se rapportent plutôt à l'individu et des inters. Et donc, dans toute la liste qu'on nous donne ici, il y a la communication, la politesse, le travail d'équipe, la responsabilité, l'intégrité, etc. Et donc, Robbs va en isoler une dizaine. Et l'intérêt du travail d'Europe, c'est de dire, parmi ces dizaines que je retrouve dans la revue de la littérature, je suis même capable de les hiérarchiser. Celle qui revient en premier chez les employeurs, visiblement, c'est l'intégrité. C'est le fait d'être honnête, notamment cette compétence d'intégrité. C'est la première qui va revenir ou qui va être mise en avant. Alors après, donc là on le voit pas. La deuxième, c'est le fait de communiquer avec les autres, et la troisième, c'est la politesse. D'accord ? Donc voilà un peu ce qui ressort de cette méta-analyse. Bon, je passe. Alors, effectivement, donc on s'est posé la question de se dire, bah oui, finalement, est-ce que ces compétences non académiques, elles ont un lien avec l'employabilité de l'individu, hein ? Est-ce qu'elles vont servir au fait que l'individu trouve un emploi facilement ? Donc là, on a aussi un certain nombre de recherches qui existent, qui ne sont pas des recherches françaises d'ailleurs, qui se sont déjà penchées sur la question, il y a même plus de 10 ans dans certains cas. Certains nous disent une des compétences qui va être le plus important pour trouver un emploi, c'est l'application. Application dans le sens de l'organisation, sérieux, prise de responsabilité. Et certains auteurs vont nous dire, de toute façon, ces compétences non académiques, elles deviennent plus importantes que le nombre d'années d'études. Et c'était un peu l'idée qu'on avait dans le contexte français, en se disant, bah oui, finalement, si le système se démocratise, est-ce que c'est pas un indicateur pour se différencier sur le marché du travail, ces compétences non académiques ? Et c'est ce que nous disaient déjà un certain nombre d'auteurs, donc dans les années, fin des années 90, en nous disant, ces compétences non académiques deviennent plus importantes que le nombre d'années d'études, mais les compétences non académiques recherchées par les employeurs, elles vont varier bien évidemment en fonction du type d'emploi à pourvoir, et elles vont être variables, j'ai envie de dire, d'un secteur d'activité à l'autre. Voilà, en sachant que certaines compétences non académiques, vous vous en doutez, vont être, j'ai envie de dire, à bannir, quel que soit le type d'emploi, comme le fait d'être agressif, d'être fataliste. Ça marche dans tous les cas, c'est pas une compétence qui est par exemple recherchée. Alors que la sociabilité va être une compétence particulièrement recherchée. En tout cas, ce qu'on va rechercher en tant qu'employeur, c'est des compétences qui permettent de s'insérer et de s'adapter très vite au nouveau poste qu'on va occuper. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le premier point, se dire, ces compétences non académiques, visiblement, elles vont être liées avec l'employabilité ou le fait de trouver un premier emploi. Ce à quoi les économistes de l'éducation s'intéressent aussi, c'est le lien entre ces compétences non académiques et la détermination du niveau de salaire ou du revenu que va percevoir l'individu en fonction des compétences non académiques qu'il a développées. Donc la question, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable, en tout cas dans le milieu de la recherche, de déterminer s'il y a un lien entre compétences non académiques et revenus ? Alors, on est parti de l'idée qu'on avait des recherches qui mettaient en évidence le lien
entre compétences académiques, académiques et pas non académiques, donc compétences académiques comme compétences en français, en maths, et le niveau de salaire. Alors on a des recherches qui existent là-dessus qui ne sont pas des recherches françaises, parce qu'en France on n'a pas de cohorte d'individus qu'on suit. Alors on commence seulement à le faire, hein, mais on a des individus qui ont été suivis, enfin des bébés qui ont été suivis in utero, voilà, qui maintenant ont 5 ans et qu'on va suivre jusqu'à 30 ans ou 35 ans. C'est la première cohorte française qui s'appelle ELF d'ailleurs, enfin bref. Et donc nous, les Français, c'est la première cohorte d'individus qu'on va avoir, qui sera disponible. Vous voyez, ils ont 5 ans, on va les suivre encore une trentaine d'années. Il se trouve que dans les pays anglo-saxons, notamment, l'un des avantages qu'ils ont pour suivre les individus, c'est qu'ils disposent d'un certain nombre de cohortes. Et donc, par exemple, là, sur des recherches qu'on a qui sont à nouveau des recherches anglo-saxonnes, certains chercheurs mettent en évidence le lien qui existe entre vos compétences en maths et français au lycée, et même certains à l'école primaire, et votre niveau de rémunération, votre salaire, quand vous avez 25 ou 30 ans sur le marché du travail. Alors les chercheurs montrent qu'il y a un lien entre le niveau d'acquisition en maths, français, école primaire ou lycée, suivant les recherches, et le niveau de salaire que vous obtenez 25 ans plus tard, mais que ce lien est faible. Il existe, mais le lien est faible. Et donc, ce qui fait dire que, bien évidemment, il y a bien d'autres choses qui vont déterminer votre niveau de revenu, et que parmi les autres choses qui vont déterminer le niveau de revenu de l'individu, il va y avoir ses compétences non académiques. Alors, donc pour répondre à cette question, y a-t-il un lien entre compétences non académiques et détermination du revenu ? Oui, on va reconnaître qu'il y a un lien, et les recherches vont prouver qu'il y a un lien entre compétences non académiques et détermination du revenu, et que cela peut être expliqué par le fait que les compétences non académiques, elles vont jouer sur la productivité de l'individu. Donc là, c'est alors pas une remise en question de la théorie du capital humain de Becker. Becker, hein, rappelez-vous, qui dit plus on est formé, plus on va être productif, et plus on va être productif, plus on va être rémunéré sur le marché du travail. Enfin, c'est très schématique ce que je vous dis, mais les grands concepts sont là. La prise en compte des compétences non académiques, elle ne remet pas en cause cette théorie de Becker, elle va permettre de l'affiner en disant ce qui va jouer sur la productivité, ce sont ces compétences non académiques, hein, et qui vont faire que l'individu va être plus productif, et comme il est plus productif, il va être mieux rémunéré. Donc là, c'est la même idée, hein, qu'on avait mis sous forme de graphique, de se dire qu'en plus du diplôme et des performances académiques de l'individu, du niveau de diplôme, on a des compétences non académiques qui vont également jouer sur la productivité de l'individu, ce qui expliquera son salaire. Donc on considère qu'effectivement il y a un effet positif de ces compétences non académiques qui transitent notamment par la productivité qui serait meilleure de l'individu. Alors maintenant, on se dit, est-ce qu'il y a un lien positif ou négatif entre compétences non académiques et niveau de rémunération ? Alors, on remarque que certaines compétences, et vous vous en doutez, c'est intuitif, c'est confirmé par certains travaux de recherche, que certaines compétences non académiques ont un effet négatif sur le salaire. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être agressif, le fait aussi d'être très en retrait. Vous voyez, et ça rejoint ce que nous disait Ekman avec ses Big Five, hein, le fait d'être très en retrait qui va jouer plutôt négativement, ou le fait d'être très anxieux qui joue plutôt négativement et qui sont liés plutôt à des instabilités de parcours. Et puis, bien sûr, il y a un certain nombre d'autres compétences non académiques qui vont jouer positivement sur le salaire, et c'est celles-là qui sont certainement les plus intéressantes. À l'heure actuelle, on est capable de dire quelles sont les compétences intra-académiques, donc propres à l'individu, ou quelles sont les compétences interacadémiques, hein, qui se développent dans la relation à autrui, qui jouent positivement sur le salaire grâce à un certain nombre de résultats de recherche. Donc par exemple, je ne vais pas toutes les citer, mais dans les intra-individuels, la persévérance est une compétence qui va jouer positivement. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on va retrouver à peu près dans tous les résultats de recherche. Le locus de contrôle, c'est-à-dire locus de contrôle, c'est le fait de s'approprier et de se sentir responsable de ses propres réussites et de ses propres échecs. Hein, et ça, c'est aussi une variable qui va jouer énormément sur la détermination du revenu par la suite.
Dans les interindividuels, on a des compétences comme le leadership, le fait de prendre par exemple la direction d'un groupe qui va jouer positivement sur le salaire, et puis cette compétence de sociabilité, le fait c'est l'ouverture aux autres, c'est l'agréabilité chez Ekman, le fait d'être agréable avec les autres. Donc voilà un peu les résultats de recherche par rapport à la détermination du revenu. Donc les recherches qui sont plutôt les résultats qui sont plutôt issus de recherches anglo-saxonnes. Par rapport à l'insertion sur le marché du travail, une autre question qu'on se pose une fois qu'on a traité de l'employabilité, du niveau de revenu, enfin traité, je suis allée assez vite, mais pour vous dire, voilà, une autre problématique qu'on se pose, c'est quel est le lien entre les compétences non académiques et la réussite professionnelle, entendue au sens large. Donc qui dit réussite professionnelle dit bien sûr le niveau de rémunération, mais aussi l'emploi qu'on occupe. Le fait de chercher plus ou moins longtemps un emploi, que ce soit pour le premier emploi, mais ensuite quand on veut également évoluer sur le marché du travail. Et puis, qui dit réussite professionnelle peut aussi dire succès sur le marché du travail. Le succès du marché sur le marché du travail étant ici appréhendé par le fait de changer d'emploi de façon ascendante. C'est-à-dire que quand vous changez d'emploi, vous allez trouver un emploi mieux rémunéré, avec un prestige supérieur, etc. Donc c'est ça le succès sur le marché du travail. Donc les chercheurs en éducation, ils utilisent ces mesures qui sont plutôt des mesures objectives, mais il faut savoir qu'il y a d'autres recherches qui existent sur des mesures plus subjectives de mesures de la réussite professionnelle. C'est par exemple toutes les recherches qui portent sur le prestige de l'emploi. Quand on demande aux gens s'ils sont contents de leur emploi, s'ils trouvent qu'ils occupent un emploi prestigieux, valorisé dans la société ou pas. Donc il y a aussi des recherches qui existent là-dessus, mais je ne les développerai pas aujourd'hui. Je vais m'attarder uniquement sur ces mesures objectives. Alors pareil, sur chacune des mesures, vous voyez le salaire, l'emploi occupé, la recherche d'emploi et le succès sur le marché du travail, on est capable maintenant d'isoler un certain nombre de compétences non académiques qui vont jouer sur ces différentes dimensions qui mesurent la réussite professionnelle, où on va retrouver des choses similaires à ce qu'on a dit précédemment. Donc par exemple, sur le salaire, à nouveau, ce qu'on met en évidence, c'est vraiment les Big Five de Ekman. Donc ouverture, curiosité, conscience professionnelle, communication, agréabilité et stabilité émotionnelle. Ce qui va jouer sur la nature de l'emploi occupé, c'est des compétences non académiques comme le fait d'être responsable de ses propres réussites, de ses propres échecs, donc locus de contrôle. C'est aussi la même famille de variables qu'on va retrouver comme jouant positivement sur la recherche d'emploi. Et puis, le succès sur le marché du travail, ce que nous disent les recherches à l'heure actuelle, c'est que le fait de progresser d'un emploi à l'autre de façon ascendante est extrêmement lié alors ce qui est dans la recherche de Judd et Bono, à une auto-évaluation positive. Ça renvoie en fait à la confiance en soi, à l'estime de soi. Voilà, et puis je voulais terminer l'intervention pour vous dire, voilà, nous à l'IREDU par exemple, on mène d'autres types de recherches. Je voulais vous en présenter une parce que je pensais qu'elle pouvait intéresser à la fois et les enseignants et les étudiants. Elle porte sur des étudiants de l'université française et en gros le rôle des compétences non académiques ou le développement des compétences non académiques dans les formations, dans l'enseignement supérieur en France, et l'insertion sur le marché du travail. Puis comme c'est une recherche qui a été menée ici à Dijon, je trouvais assez intéressant de vous présenter quelques résultats. Vous allez voir qu'ils sont contre-intuitifs par rapport aux hypothèses qu'on avait au départ. L'une des hypothèses principales, je vous rappelle, c'était de vous dire, étant donné qu'on est dans un contexte d'inflation scolaire, qu'il y a plus en plus de gens diplômés, ces compétences non académiques vont permettre de se distinguer un peu plus en dehors du niveau de diplôme. Vous allez voir que la recherche qui a été menée va produire des résultats qui ne sont pas forcément en accord avec cette hypothèse de départ. Donc c'est une recherche qui a été menée par deux collègues de l'IREDU, Inès Albandea, qui est toujours en doctorat à l'IREDU, et puis Jean-François Giret, qui est le directeur du laboratoire. Alors, donc l'idée, ils sont partis de l'idée suivante, de se dire, finalement, on dispose de très peu de mesures des compétences non académiques dans les enquêtes qui existent.
Et ils ont pu, grâce à des données qui existent au CEREQ, parce que l'IREDU est associé au CEREQ, le CEREQ, Centre d'études et de recherche sur les emplois et les qualifications. Donc ils sont partis d'une base de données du CEREQ qui porte sur les sortants, d'ailleurs il manque un S, du système en 2010, du système éducatif, donc enseignement supérieur en 2010. Et donc l'idée, au départ, la première idée c'était de dire finalement est-ce que ces compétences non académiques, elles ont un effet sur la rémunération des diplômés de l'enseignement supérieur français. Puis vous allez voir que finalement la recherche, même si elle est partie de cette idée de base, elle a produit des résultats bien plus larges que ça. Alors, je passe rapidement les données. Ils avaient à peu près 3000 jeunes, enfin 2719, qui ont été interrogés 4 années après leur sortie de l'enseignement supérieur. On a récolté des informations sur leur situation professionnelle, sur les compétences qu'on leur demandait une fois qu'ils étaient en emploi et sur les compétences qu'ils avaient développées pendant leur cursus de formation, notamment à l'université. Et puis on leur a posé un certain nombre de questions sur des compétences non académiques qui semblaient intéressantes, notamment au regard de la littérature. Donc il y a 5 grandes compétences non académiques qui ont été ciblées, je vais vous les détailler un petit peu plus, pour savoir si ces compétences non académiques, ils s'en servaient dans leur emploi, ou si c'était des compétences non académiques qui étaient cherchées par leur employeur. Alors les compétences non académiques de l'enquête, je fais juste un petit focus là-dessus parce que c'est l'objet de notre discussion ce matin. Donc ils ont une mesure sur la persévérance. Et on a vu que la persévérance était une compétence non académique particulièrement importante, notamment dans la détermination du salaire. Donc ça renvoie effectivement à la motivation, à la détermination de la personne. Et donc dans leur enquête, elle était mesurée par cette question. Bon, je passe rapidement, on pourra y revenir. La deuxième compétence non académique sur laquelle ils avaient une mesure, c'est l'estime de soi, où on s'est aperçu que cette estime de soi, elle avait notamment un rôle important, c'est ce que je vous ai montré dans une diapositive précédente, sur le succès sur le marché du travail, c'est-à-dire le fait d'avoir un parcours ascendant sur le marché du travail. Donc là, il y a plusieurs échelles qui existent, mais qui ne sont pas forcément adaptées à l'âge des répondants qu'on avait. Donc ils ont adapté leur questionnement sur l'estime de soi. Ils avaient une troisième variable qui portait plutôt sur la sociabilité. Et on a vu que la sociabilité, notamment chez Ekman, est une variable importante. Donc là, on demandait notamment aux jeunes s'ils avaient des activités au travail comme en dehors. Et on leur demandait le nombre d'activités auxquelles ils pouvaient participer en dehors de leur sphère professionnelle. Et si ils participaient à des activités également avec leurs collègues. Enfin, bon. Voilà, une variable dont on a très peu parlé ce matin, qui est assez intéressante, c'est la variable aversion au risque. Dans les théories économiques, l'aversion au risque est une variable assez intéressante à prendre en compte. Donc du coup, là, ils ont construit effectivement une échelle d'aversion au risque et ils se sont dit que peut-être finalement la prise de risque pouvait être intéressante pour expliquer un certain nombre de positionnements après sur le marché du travail. Et puis la dernière variable que je n'ai pas développée dans le diaporama, c'est une variable de communication, puisqu'on a vu que ça avait aussi une certaine importance. Donc ils ont pris un certain nombre d'informations pour mesurer le fait que l'individu qui répond soit plus ou moins communicant. Premiers résultats qu'ils ont trouvés, les premiers résultats descriptifs. Je passe assez rapidement là-dessus, mais vous dire, voilà, dans ces 5 variables qui représentaient les compétences non académiques, la sociabilité, la communication, le goût du risque, la persévérance et l'estime de soi. La sociabilité et la communication marchent ensemble, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement corrélées, ce qui est assez compréhensible intuitivement. L'autre groupe de variables, où les variables corrèlent relativement bien entre elles, c'est l'estime de soi, la persévérance et le goût du risque, où on va s'apercevoir qu'il y a des liens positifs, des corrélations positives entre ces variables. Donc 2 groupes de variables. J'en dis pas plus, vous allez voir que ça va nous intéresser par la suite de distinguer ces 2 groupes de variables. Alors, eux, ils ont enquêté sur des diplômés de 7 filières d'études en particulier. Donc, on avait des étudiants qui sortaient de droit, d'autres qui sortaient justement d'économie-gestion.
des étudiants en sciences humaines, notamment des parcours lettres, des étudiants en sciences et techniques, des étudiants en sciences fondamentales, donc physique, SVT, maths, des étudiants en école d'ingénieur, des étudiants en école de commerce. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait à Albandea et Giray par rapport au développement de ces compétences non académiques dans les différentes filières? Ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a peu de différence entre filières, notamment pour ceux qui sont diplômés de l'enseignement supérieur long. Donc supérieur long, c'est niveau master. Hein. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a peu de différence entre, en tout cas, les 5 compétences non académiques, eux, qui mesuraient, entre les sortants de ces différentes filières. Même si ils trouvent quelques différences. Par exemple, on est moins persévérant, la variable persévérance est moins forte quand on sort de droit et est plus forte quand on sort d'école. Ce qu'ils ont remarqué également, c'est la variable aversion pour le risque. On est plus riscophile quand on sort d'école et notamment quand on sort d'économie et gestion. Et il ne note aucune différence par rapport aux variables de communication et sociabilité, alors que l'idée c'était peut-être de se dire que ceux qui sortaient d'école de commerce étaient peut-être plus à l'aise au niveau de la communication. Mais en tout cas, dans l'échantillon qu'ils avaient, il n'y a pas de différence sur le développement de ces compétences non académiques dans les parcours, en tout cas dans les cursus de formation. Donc ils se sont ensuite intéressés à l'effet de ces compétences, de ces 5 compétences non académiques sur la rémunération. Donc la relation qu'ils trouvent, c'est la relation basique en se disant le salaire augmente avec le niveau de capital humain, c'est-à-dire qu'avec le niveau de diplôme, le salaire, on a une relation moyenne niveau de diplôme et salaire qui est positive. Mais qu'il existe des différences de salaire selon les disciplines, bon, au détriment des diplômés de lettres. Et que les compétences non académiques qu'ils ont mesurées, eux, dans leur enquête, ne jouent pas de la même façon sur les salaires. C'est un peu ce qu'on a vu précédemment. Hein. Il y a des variables qui vont jouer positivement, d'autres négativement. La variable persévérance, par exemple, va jouer un rôle positif sur le niveau de rémunération, avec un niveau de rémunération de 5% plus élevé pour les plus persévérants de l'échantillon. L'estime de soi qui va jouer positivement, et puis le fait d'aimer prendre des risques, hein, d'être riscophile, qui va jouer positivement sur le salaire, avec les 2 variables de sociabilité et communication qui sont non significatives sur le salaire, mais parce qu'elles sont, j'ai envie de dire, distribuées de façon assez équitable sur l'ensemble de l'échantillon. Alors, dans les conclusions, et c'est ça qui, à mon avis, est assez intéressant dans leur recherche, c'est que, en fait, ils se sont aperçus que l'effet des compétences non académiques était plus important, plus élevé pour ceux qui avaient les plus hauts salaires et qu'il y avait une liaison plus forte entre compétences non académiques et ceux qui sont les mieux rémunérés. D'où l'importance des compétences non académiques sur les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés. Alors ce qui va leur faire dire, alors tout ça est à conforter hein, par d'autres recherches, mais tout ça leur fait dire que finalement on se retrouve face à 2 marchés du travail par rapport aux compétences non académiques. Un premier marché du travail qui permet d'accéder aux emplois les plus qualifiés pour les plus diplômés et ceux qui vont être le mieux rémunérés et qui va nécessiter un certain nombre de compétences non académiques. Et face à ça, un second marché du travail qui proposerait des emplois moins rémunérés, mais sur lequel les compétences non académiques seraient moins recherchées. Et donc c'est ça leur idée, de dire finalement on s'aperçoit qu'il y a comme une dichotomie hein, entre 2 marchés du travail, hein, un qui s'adresserait aux plus diplômés et plus rémunérés, qui auraient besoin pour se différencier davantage de compétences non académiques, et puis un où on aurait des emplois moins qualifiés, moins rémunérés, mais où les compétences non académiques auraient beaucoup moins d'impact. Voilà, ce qui est un peu différent de l'approche qu'on avait de dire, comme on a de plus en plus de diplômés, il va falloir développer les compétences non académiques pour pouvoir se différencier. Il se trouve que cette conclusion-là, elle est en partie vérifiée, mais sur les niveaux de diplôme les plus élevés et sur les emplois les mieux rémunérés. Voilà, pour conclure par rapport à tout ce qu'on aura présenté ce matin, juste vous dire, voilà, nous, cette notion, elle nous intéresse particulièrement parce qu'elle va nous permettre de renouveler un certain nombre d'approches conceptuelles,
notamment la théorie du capital humain, où on peut se dire que le capital humain des individus, alors c'est pareil, je pense que c'est très difficilement lisible, notamment dans le fond, que le capital humain, il est notamment mesurable, identifiable par un certain nombre de compétences académiques, mais que sur ce capital humain va jouer un certain nombre d'autres capitaux, capital social, culturel, émotionnel, et que ces capitaux sociaux, culturels, émotionnels sont mesurés par un certain nombre de compétences non académiques. Donc voilà, et en ça c'est assez intéressant. Donc nous on est en train d'essayer de travailler sur ce genre de modèle. Et puis, se dire aussi que ce concept de compétences non académiques, quelque part, il nous interroge, notamment sur le rôle de l'institution scolaire et de l'école dans la transmission de ces compétences non académiques. Est-ce que effectivement elles sont là pour préparer au monde de demain et s'adapter à la société de demain, hein, notamment pour les jeunes qui passent par le système de formation? Et puis de se dire qu'elles ont effectivement une importance particulière dans l'insertion et dans le cheminement dans l'emploi, hein, non pas seulement au niveau de l'insertion sur le marché du travail, mais ensuite au niveau des parcours professionnels des individus.